semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Bonjour, bienvenue ici où on soigne le travail et pas les gens. Le harcèlement moral, c'est un phénomène qu'on peut aborder sous différents angles, psychologiques, social, juridique ou encore sur le plan des relations sociales. Les psys du travail comprennent bien les conséquences dévastatrices sur la santé des victimes. Mais il faut aussi s'intéresser aux implications juridiques du harcèlement moral. On peut aussi s'interroger sur le rôle que peuvent jouer les instances représentatives du personnel lorsqu'elles existent encore dans l'entreprise. Nous aurons, j'espère, l'occasion d'explorer d'autres dimensions du sujet, notamment les notions de harcèlement psychologique en soi et la fameuse figure du pervers narcissique qui mérite d'être discutée. Si j'ai eu envie d'aborder le harcèlement sous cet angle juridique, c'est que je suis de plus en plus régulièrement appelé sur des situations de plus en plus dégradées et que, comme vous peut-être, j'échappe pas au discours comme quoi, depuis qu'il y a un barème au prud'homme, depuis les ordonnances Macron, les salariés s'inventent des situations de harcèlement moral pour optimiser leurs indemnités. Et à mon avis, c'est pas si simple. Alors, j'ai invité François Legras, avocat en droit social, droit du travail et droit de la sécurité sociale au barreau de Paris. Maître Legras est un expert du dialogue social puisqu'il accompagne beaucoup de comités sociaux et économiques au quotidien. Sans plus attendre, on l'écoute. Redis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi ce contentieux du droit social et du droit du travail en général ? Alors, dire que le métier d'avocat est un métier passion, je suis pas sûr que ça soit quelque chose qui résume parfaitement les choses. En revanche, c'est vrai que il y a deux pendants de ce métier. Il y a le conseil et le contentieux. Contentieux, généralement lié à des conflits individuels, mais également à des conflits collectifs. C'est ça que je trouve intéressant dans les relations de travail. C'est avoir les deux pendants, les relations individuelles d'un côté et les relations collectives de l'autre. Les deux s'imbriquent, les deux jouent ensemble, les deux marchent ensemble. Et le choix qu'on a fait au cabinet Archello Avocat, c'est de défendre les salariés dans leur ensemble, les représentants du personnel au sens large, c'est-à-dire les CSE, et également les représentants syndicaux. Dans un contexte qui me paraît de plus en plus important, à savoir du respect des conditions de travail. Et c'est un des sujets pour lesquels je suis là aujourd'hui, c'est-à-dire de savoir quel est le quotidien des travailleurs, quelles sont les relations de travail, comment elles s'imbriquent dans la gestion économique de l'entreprise et comment on peut faire en sorte que le droit du travail tel qu'on l'a connu et qu'il a toujours évolué peut s'approprier les nouvelles évolutions des rapports de travail. Les représentants syndicaux, quand ils portent leurs revendications, les CSE, quand ils portent leurs réclamations collectives ou individuelles, ils vont dans le sens de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que le bien-être des collaborateurs qu'ils représentent, qu'ils ont vocation à représenter en tout cas, va aller dans le sens de l'entreprise. Sur ce plan-là, on a évidemment plein de points de contact entre le psychologue du travail et l'avocat. Et ce qu'on voulait aborder précisément aujourd'hui, c'était la question du harcèlement moral. Nous, en tant que psychologue du travail, on est fondé, on est formé, on sait identifier et discuter du harcèlement psychologique au travail, qui n'est pas exactement la même chose, puisque harcèlement moral a pris une dimension un peu juridique. Est-ce qu'on pourrait, déjà pour commencer par le point de départ, se donner la définition ? Qu'est-ce que c'est le harcèlement moral d'un point de vue juridique ? Alors, il y a deux définitions. Il y a la définition code pénal et la définition code du travail. Celle qui nous préoccupe principalement en tant qu'avocat en droit social
à tort ou à raison d'ailleurs, c'est la définition qui est prévue dans le Code du travail. On a un article dans le Code du travail principal, majeur, qui prévoit le fait qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Tous les temps de cette définition sont, à mon sens, importants. Je vais résumer les choses, et bien évidemment, c'est plus complexe, et on pourrait s'arrêter des heures, et voire même des jours sur cette définition. Quand on est avocat-employeur, l'intérêt est de dire le harcèlement moral tel qu'il est porté par les salariés en justice n'a que pour objectif de se sortir de ce qu'on appelle les barèmes Macron, qui ont pour objet de limiter les dommages et intérêts, le montant des dommages et intérêts qu'on va attribuer aux salariés. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas qu'une volonté de se sortir de ces barèmes que je critique et je ne peux que les contester encore et encore, même s'il faut s'y résoudre d'un point de vue juridique. Une demande de harcèlement moral doit tenir compte du fait que le collaborateur dans sa relation de travail, c'est à la fois sa santé physique, mais c'est également sa santé mentale. Dire des choses à son salarié, lui faire des reproches, lui avoir un pouvoir de direction sur lui, le pouvoir de sanctionner, c'est les attributions régulières d'un employeur. En revanche, ces attributions régulières d'un employeur doivent tenir compte du fait que ça ne doit pas dériver. Il y a le tolérable d'un côté et l'abus. Et ça, c'est pas nouveau en jurisprudence. Et ça, c'est pas nouveau dans le droit. Si on doit revenir presque à la question initiale, qui m'a longtemps été posée quand j'ai débuté en droit du travail, qui était de savoir, t'es de quel côté? Côté employeur ou côté salarié? J'ai débuté côté employeur. Je ne suis aujourd'hui que avocat des salariés et de leurs représentants du personnel, syndicaux ou CSE. Voir les relations de travail de manière binaire, je trouve ça quelque chose de trop arrêté. Dire que les deux doivent marcher ensemble, je pense que c'est la meilleure des choses, et c'est là où j'en reviens pas au contentieux, mais à la mission de conseil, côté salarié, mais également côté employeur. Les meilleurs conseils, c'est finalement de savoir comment on peut avancer ensemble. Quand on est sur ces sujets, on a différentes dimensions à articuler, comme tu viens de le montrer. Pour nous, en santé au travail, une double dimension qu'il faut articuler, c'est celle du collectif et de l'individuel. Et j'aimerais savoir comment le droit, comment les juges, comment l'avocat abordent cette question-là. Nous, c'est très rare qu'on tombe sur des personnes qui soient harcelantes en soi, ce qu'on appelle de manière complètement inadaptée le pervers narcissique. C'est quelque chose qui est dans le fantasme un peu collectif, mais qui n'existe pas vraiment. On rencontre des gens qui ont une vraie volonté de nuire, mais la plupart du temps, on tombe sur des situations de travail qui mettent le cadre en situation de ne pas pouvoir travailler autrement qu'en ayant des agissements qui peuvent être perçus comme du harcèlement. Et donc, on renvoie, nous, dans ces cas-là, à la dimension collective de la prévention, l'article 41-21 du Code du travail, les principes généraux de prévention, et on essaye d'échapper à la dimension individuelle. La plupart du temps, il y a des cas opposés où on est sur des conflits interpersonnels. Comment le droit aborde ça? Comment l'avocat aborde ça? Alors, d'abord, avant toute chose, encore heureux, les fous ne sont pas monnaie courante. Dire que le harcèlement moral, et ça revient à la définition que je visais avant, c'est finalement que des insultes et la pression, c'est du caricatural. Le harcèlement moral, c'est plus subtil, et c'est pas parce que c'est plus subtil qu'il ne peut pas exister. Il existe selon les agissements en cause et leur effet sur le salarié en question. Il y a deux temps. Quand il y a des représentants du personnel qui viennent nous voir au cabinet et qui nous disent dans tel collectif de travail, la situation est complexe, la situation est dégradée. On sent que les salariés sont sous pression. Notre objectif, nous, c'est d'identifier avec eux ce qu'il y a dans le DURP. Est-ce qu'il y a des risques psychosociaux qui ont déjà été identifiés et qu'est-ce qui a été fait collectivement pour éviter et prévenir ces risques?
psychosociaux ou physiques d'ailleurs. Ça, c'est le pendant collectif, l'identification. Après, on a le deuxième temps, l'inspection côté CSE. Je vais inspecter pour comprendre, pour trouver quelque chose, pour prévenir ces risques. Ça, c'est l'inspection, c'est le CSE qui va le faire. Et après, il y a la survenance. La survenance d'un risque. Là, on a, du côté collectif, les droits d'alerte, par exemple, le droit d'alerte social, L231259 du Code du travail. On a les risques graves, avec une évolution qu'on espère au cabinet prochaine de la jurisprudence, qui tiendrait compte, en matière de risques graves, de la possibilité pour les salariés de témoigner anonymement, ou en tout cas de faire porter collectivement leurs problématiques individuelles, sans que leur nom n'ait à rejaillir ou n'ait à être connu de la part de l'employeur pour justifier le risque grave de la part du CSE. Il n'est pas improbable que, dans les semaines qui viennent, une jurisprudence de la Cour de cassation se prononce spécifiquement sur ce sujet, puisque on a perdu en première instance devant le tribunal judiciaire de Nancy, et selon toute vraisemblance, ce qui ressort de la procédure devant la Cour de cassation, c'est que une évolution majeure pourrait intervenir sur ce sujet dans les mois qui viennent. Mais il y a ce temps collectif. Ce temps collectif, il est majeur. Les représentants du personnel ne doivent pas être démunis face à ces situations. Ils doivent inspecter, ils doivent enquêter, et ils ne doivent pas laisser la main mise à l'employeur sur les enquêtes qui pourraient être élaborées pour tenter de comprendre des situations de travail complexes, difficiles. Ils doivent s'en saisir parce que la direction a une connaissance, bien évidemment, de l'entreprise, mais eux aussi, et du point de vue salarié. Puisque tu es sur le sujet des enquêtes, moi je peux témoigner, pour en avoir vu un certain nombre, qu'il y a quand même pas mal d'enquêtes, pour le dire gentiment, qui sont faites avec les pieds. On ne protège pas forcément la victime présumée de représailles de la part de son tortionnaire éventuel. Le mis en cause n'est pas toujours coupable. Le mis en cause n'est pas toujours protégé non plus dans le cadre d'une procédure. On va exposer son nom. On va mener tout un tas d'entretiens dans son collectif pour demander: vous êtes sûr que M. Dupont, il est gentil avec vous? Et M. Dupont, il a peut-être pas grand-chose à se reprocher, et il a peut-être lui-même des reproches à formuler sur l'organisation du travail. Il manque de moyens, il a des délais qui sont de plus en plus contraints, des injonctions contradictoires. Il a aussi quelque chose à dire de sa situation de travail. On voit également des mesures conservatoires qui sont pas prises. Donc on dit il y a potentiellement du harcèlement, mais ça dure après la dénonciation pendant des mois sans qu'il se passe rien, sans qu'on éloigne les gens, soit même qu'on en parle. Et ça nous crée des situations qui sont dramatiques. Moi, j'ai eu à accompagner des gens qui étaient soit victimes présumées, soit mis en cause dans des affaires de harcèlement, et qui étaient cassés, littéralement cassés, au point d'ailleurs qu'il n'y avait pas d'autre issue que de quitter l'entreprise, se reconstruire ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme précaution pour éviter de se plonger dans une enquête mal ficelée, mal montée, et puis qui finira par faire peut-être même plus de mal que la situation elle-même? Ce qu'on va chercher dans les situations individuelles, c'est les indices concordants qui permettent de matérialiser cette situation de harcèlement. C'est ce dont doivent se saisir les représentants du personnel. Trouver ces indices concordants. Donc poser des questions. Poser des questions à l'employeur, avoir voix au chapitre sur l'enquête qui va être conduite. Ils n'ont pas à laisser la main mise de l'employeur sur le déroulé de l'enquête. C'est-à-dire dans tous ses pendants, de sa date de début, des questions qui vont être posées, des conclusions qui vont être tenues, et finalement sur toutes les conséquences de cette enquête. Les représentants du personnel, le CSE, a voix au chapitre, et ils ne doivent pas laisser, malgré la crainte qui peut exister dans ce genre de situation, même pour des salariés protégés, même pour des CSE, ils ne doivent pas laisser l'employeur avoir la main mise sur la situation. Ça, c'est la première chose. Première chose avec le fait de poser des questions, toujours interroger. Et c'est en posant des questions qu'on a des réponses, et c'est en ayant des réponses qu'on en tire des conclusions. Première chose donc. Et deuxième, être accompagné. Être accompagné, c'est très important. Les représentants du personnel, ils ont un métier à côté, potentiellement, et ils doivent
prendre attache avec les personnes qui sont susceptibles de les accompagner, avec un psychologue du travail, avec des experts habilités, avec des avocats, toute personne qui peut les accompagner dans cette situation pour justement répondre aux besoins individuels par la collectivité. L'employeur, lui, quand il mène cette enquête, croyez-moi, il prend attache avec un avocat pour préparer les modalités. Pourquoi le CSE, qui dispose d'un budget de fonctionnement, ne prendrait pas attache avec tout expert, et là je fais référence à l'expert au sens général, quel qu'il soit, pour répondre aux attentes des représentants du personnel. Ce budget de fonctionnement doit permettre de mieux comprendre les situations de travail et pour mieux les régler. L'enquête, rien que l'enquête, toute l'enquête et toutes les questions qui vont avec. À ce titre, moi, une préconisation que je fais à tous mes clients, alors j'espère que tu vas pas la briser en deux, sinon je vais perdre toute ma crédibilité, mais moi je dis toujours à mes clients, vous avez des procédures incendie, c'est pas pour autant que vous avez le feu. Donc, par contre, quand il y a une alerte incendie, on a des serre-files, on a des manières d'évacuer, il y a des rôles particuliers, des points de rencontre, et tout ça on l'organise, on le teste et on voit que ça fonctionne, comme ça on est prêt. Et je me dis, moi, pour les cas de harcèlement, alors harcèlement moral et harcèlement sexuel, c'est la même chose. L'enquête, ça doit être un peu de cet ordre-là. C'est le kit, avec voilà comment on va s'y prendre, voilà qui va jouer quel rôle. Et tout ça, on l'a discuté en amont. Ce qui fait qu'on ne se demande pas au moment où il y a une alerte, au fait, le CSE, il doit jouer quel rôle. Au fait, il faut un avocat ou pas. Au fait, il faut que le salarié mis en cause il puisse se faire assister ou pas. On ne se pose pas ces questions, on les a déjà déterminées. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de faire comme ça ? Alors, c'est une très bonne idée. Ouais. Ça enregistre ou... Ah oui, ça enregistre. On peut la refaire. Non, mais on dira que je t'ai pas payé. Non, c'est une très bonne idée. Je pense que de toute façon, les CSE doivent toujours être accompagnés. Ils doivent trouver l'information par eux-mêmes, mais également se faire aider pour la trouver, cette information. Et finalement, pour mieux comprendre toutes les situations de travail. C'est extrêmement important de les comprendre et c'est la raison pour laquelle ils ont un budget et ils ne doivent pas avoir honte de s'en servir de ce budget. On a une espèce de culpabilité, même côté CSE, de se saisir de ce genre de difficultés. Si jamais il y avait un bras coupé, on se saisirait de cette question. Et finalement, la santé physique, parce qu'elle est perceptible à l'œil nu, suscite davantage de réactions, alors que les conséquences peuvent être strictement semblables en matière de santé mentale. J'ai petit plus également, enfin une petite remarque complémentaire surtout, on a souvent au cabinet des salariés qui peuvent venir nous voir et qui sont déjà en arrêt de travail. En arrêt de travail parce que ils ont vécu une situation de travail extrêmement complexe. Ils vont être dans un sentiment de culpabilité professionnelle, mais culpabilité au sens général, sociale. Comme si il n'était pas normal qu'ils soient impactés par une situation de travail complexe. Comme si le regard des autres, finalement, allait générer chez eux un doute sur leur situation personnelle. Cette notion de culpabilité qui intervient chez une personne qui finalement est une victime, mais qui va renverser sa situation de victime en se disant c'est peut-être moi le problème ou il y a peut-être un problème avec moi. On pensait collectivement que c'était quelque chose qui aurait pu évoluer parce qu'on parle du harcèlement moral depuis assez longtemps maintenant. Le livre de Marie-France Irigoyen qui est apparu en 1998 et qui a lancé un peu le débat autour de ça, c'était il y a une petite paire d'années maintenant. On a eu l'entrée dans le Code du travail, tu l'as mentionné tout à l'heure, en 2002. On a eu un accord national interprofessionnel en 2010. La parole s'est relativement libérée. Et pour autant, toi, les clients qui viennent te voir, ils ont toujours cette culpabilité, cette difficulté à aborder le sujet. On n'a pas vraiment évolué, quoi, si je comprends bien. Alors, comme toute réponse, il y a oui et non. C'est-à-dire que ça a évolué sur fond de libération de la parole. Ça n'a pas évolué au sens le harcèlement moral s'est arrêté.
Il existe toujours. Il prend simplement des formes différentes, peut-être moins caricaturales que ce qui existait à l'époque, parce que les mécanismes de preuve ont évolué, parce que le harceleur ou la harceleuse, peu importe, est quelqu'un généralement d'intelligent et ne va pas écrire noir sur blanc tu es un gros con au quotidien. Je dis volontairement les choses puisque c'est des choses qu'on peut revoir dans les dossiers. On peut avoir ce genre de termes. Ça, c'est du caricatural, peu important qu'il existe, c'est du caricatural. Généralement, les choses sont faites de manière un peu plus insidieuse, mais pour autant très impactante. On a une libération de la parole parce que les gens se soucient de plus en plus de leur bien-être, à raison. On avait tendance à favoriser les conditions de travail au sens général, en tout cas le travail au sens général, en oubliant le bien-être. Et la nouvelle génération est aidée par la précédente, aide nécessairement à cette préoccupation et à cette volonté, en tout cas, de se soucier de ce qu'on est au quotidien en dehors du travail. Pour autant, ça n'arrête pas le harcèlement moral. Ça n'a pas fait forcément évoluer sa définition au plan droit du travail, au sens code du travail. Ça amène simplement à repenser les choses et à la façon de monter les dossiers. Et ça invite tant les représentants du personnel, donc le CSE, et les salariés à se saisir de ces problématiques, encore une fois, pour mieux les appréhender. En réalité, le harcèlement moral existe toujours. La définition n'a pas évolué. L'identification est de plus en plus présente. Le souci de bien-être des collaborateurs est de plus en plus présent à juste titre. Mais autour de ça, gravitent toujours des situations harcelantes qui ont pris diverses formes. Et ces diverses formes doivent être identifiées. C'est en fonction de l'impact sur vous, c'est pas en fonction de l'impact sur quelqu'un d'autre de semblable. Là-dessus, il n'y a pas de question d'égalité de traitement. Il y a une question de qu'est-ce qui m'a impacté et pourquoi ça m'a impacté. Parmi les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on a des représentants du personnel, je le sais parce qu'ils m'envoient des petits messages. On a peut-être aussi des gens qui sont eux-mêmes en situation de se dire je suis peut-être victime de harcèlement moral. Quels sont les grands réflexes, les grandes choses à avoir en tête pour démarrer éventuellement une action Qu'est-ce que tu préconises ? Alors, un salarié individuellement, il doit prendre attache avec les représentants du personnel, prendre attache avec des personnes extérieures pour parler de sa situation individuellement, médecins, psychologues et autres. Mais également prendre attache avec un avocat pour préparer son dossier. Autre conseil, qui est au-delà de la prise d'attache, c'est tracer. Tracer, c'est quoi ? C'est enregistrer. Et oui, même quand c'est à l'insu d'une personne. Enregistrer parce que aujourd'hui, on n'a plus l'écrit du harceleur. On a des postures insidieuses qui blessent. Tracer, pas que vis-à-vis du manager harceleur, c'est également tracer avec les collègues. C'est ces collègues-là qui vont également vous permettre de vous conforter sur cette situation indélicate. On a besoin, comme dans une situation humaine extérieure, on a besoin d'être assuré aussi dans ce genre de moment. Et ces collègues-là qui ont identifié des problématiques, qui n'osent peut-être pas s'en ouvrir vis-à-vis du collaborateur impacté, en les sollicitant, vous allez, d'un point de vue juridique, vous constituer la preuve, et d'un point de vue humain, vous réparer et vous dire « je ne suis pas fou, je ne suis pas folle, j'ai bien perçu les choses ». Et ça, c'est également important. Tu viens d'apporter encore un peu d'eau à mon moulin, qui est de toujours dire aux personnes, si vous souffrez, c'est que votre cerveau est fonctionnel dans un environnement qui est dysfonctionnel. C'est pas forcément vous qui êtes dysfonctionnel, ça peut être aussi l'environnement, et ça, c'est quelque chose qu'on devrait marteler. C'est finalement une règle assez simple, mais qui permet quand même aux personnes de se resituer comme étant des gens normaux qui réagissent de manière normale
La culpabilité est une manière normale de réagir dans un environnement qui est dysfonctionnel et qui est là pour vous culpabiliser. Merci pour tout ça, toutes ces informations, toutes ces pistes de réflexion. Il y aurait beaucoup à creuser. Je vais terminer avec la question rituelle. Si tu avais une idée saugrenue à nous soumettre, qu'on puisse la ruminer à partir de maintenant, les gens nous écoutent peut-être dans le train ou en train de faire la cuisine, qu'est-ce que tu peux proposer à leur réflexion d'un peu étrange que personne n'a jamais osé proposer ? Saugrenu, c'est globalement dans ma tête irrationnel et bien éloigné des procédures, de nos règles de droit. Une idée, c'est harceler les harceleurs avec des procédures judiciaires. Eh bien, nous, on repart avec cette idée saugrenue et on va y penser. Merci François. Merci Bertrand.